à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Alors tout de suite on pardonne la voix un petit peu nasillarde, mais retour de vacances dans la pluie et le froid égale mini-rhume. Bref, on n'est pas du tout là pour parler maladie, mais aujourd'hui on va parler de mon bilan du mois de septembre qui, vous le voyez à la longueur de cette vidéo, va être très court puisque par rapport au mois de juillet et août, j'ai quand même vachement moins lu. La faute à peut-être une petite peine de lecture, à la sortie de Dreamlight Valley, j'arrête pas d'en parler, et au fait que j'ai moins lu que ce que je pensais pendant mes vacances. J'ai été aussi très stressée, très fatiguée, j'ai couru dans tous les sens, du coup j'avais un petit peu moins de temps pour moi. Mais au final, quand je compte, on est quand même à 10 livres, ce qui est en fait plutôt normal par rapport aux autres mois de l'année. Donc pas tant que ça, mais c'est juste que là je n'ai que 4 livres à vraiment vous présenter que je vous ai pas encore chroniqué. Du coup ça fait peut-être un peu petit, mais je vais quand même revenir sur les livres dont je vous avais parlé dans mon update lecture que je vous mets ici si vous voulez un peu plus de détails sur ces livres. En tout cas, en ce qui concerne la qualité, je dirais que le début du mois était un peu laborieux et que j'ai terminé sur une très bonne note. Du coup, comme je vous ai dit, on passe très rapidement sur les livres dont je vous ai déjà parlé. J'avais lu Grandir un peu de Julien Rampin, publié chez Charleston. C'est une histoire de tranche de vie, feel good, un peu qui se dévore un peu d'une traite, vu qu'il ne fait que 250 pages dans ces eaux-là. J'avais trouvé ça pas mal, mais il n'y avait pas eu le coup de cœur qui fait que je me souviendrai de cette histoire. Il n'y avait pas eu le moment émotion où je m'étais dit oh là là, c'est trop bien comme histoire, comme je peux avoir avec d'autres auteurs, autrices. Je vais quand même essayer le second livre qu'il a sorti, Le Magasin des Jouets Cassés, je crois, si je le trouve d'occasion, parce que les romans sur les Sun en général font l'objet d'un déstockage, et du coup après on peut les trouver soit chez Noz, soit en station-service pour 6 ou 4 euros. Donc voilà, j'irai voir en fin d'année si j'arrive à trouver son deuxième roman, parce que j'ai envie de lui laisser une chance, parce que je sens pas mal de potentiel quand même. Mais voilà, c'était pas une lecture incroyable. Ensuite, j'avais lu le second tome de la saga Shades of Magic de Vi Yixuan, publié chez Lumen, donc Shades of Shadows, et j'avais pour le coup vraiment beaucoup apprécié ma lecture, car on est sur des épreuves, des tournois, et ça c'est un trope que j'aime beaucoup. Comme les écoles de magie, c'est à chaque fois qu'on est dedans, je suis toute, voilà, j'ai envie de savoir quelles vont être les épreuves, comment ils vont s'en sortir, voilà, c'est un thème que j'apprécie beaucoup dans la littérature fantastique, et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. L'histoire de Shades of Magic, c'est tout simplement, enfin tout simplement non parce que c'est un peu compliqué, c'est l'histoire de 4 mondes, chacun avec une appréhension de la magie différente, et on suit un Antari qui peut voyager entre les mondes et une jeune voleuse qui fait partie de notre monde qui est dépourvue de magie. Et c'est l'histoire de leurs aventures, et franchement c'est super cool. Ça n'a rien à voir par contre avec La Vie Invisible d'Adi Larue ou Galantin, si jamais vous lisez. De toute façon, je trouve que Vi Yixuan fait des choses complètement différentes entre la saga Cassidy Blake, qui n'a rien à voir avec tout le reste, Shades of Magic qui est très différent de ce qu'elle peut faire par exemple avec La Vie Invisible d'Adi Larue et Galante, qui sont des lectures très contemplatives, très d'ambiance, qui sont très atmosphériques. La Vie Invisible d'Adi Larue c'est un livre de mélancolie, et Galante c'est un livre gothique, enfin voilà, c'est complètement différent. Là on est vraiment plus sur l'action. Alors c'est toujours lent parce que Vi Yixuan aime bien décrire ce qu'elle écrit, vraiment elle fait des grosses descriptions quand même, mais c'est pas du tout le même rythme et c'est pas du tout les mêmes thématiques. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et avec Mélanie du compte The Books of Mélanie, avec qui je lis cette saga en lecture commune, on compte bien se faire le 3e et dernier tome, bien que l'autrice ait annoncé après plusieurs années qu'il y aurait peut-être un 4e tome. C'est même quasi sûr, mais on sait pas encore si ce sera un 4e tome à proprement parler ou le début peut-être d'une 2e trilogie, je ne sais pas. On n'a pas encore trop de détails dessus, mais du coup j'ai envie de finir la trilogie originelle, on va dire, avant la fin de l'année. C'est ce qu'on va faire, comme ça j'aurai commencé et terminé une saga dans la même année. Si c'est pas fantastique, ça n'arrive pas souvent, hein. Mais donc voilà, ça va être une très bonne lecture. Ensuite j'avais lu Meurtre et Charlotte aux fraises, publié chez Cherche Midi de Joanne Fluck. Et Les Enquêtes d'Anna Swanson, le tome 2, j'avais fait une vidéo exprès dessus, où j'essaye de mener l'enquête et de pâtisser les bonnes recettes qui sont à l'intérieur. C'est une saga chouchou, j'adore cette saga. C'est très américain, je vous le dis dans chacune de mes vidéos où j'en parle, c'est très téléfilm,
c'est coloré, c'est sucré, voilà, c'est réconfortant et j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire le tome 3. Je suis très en retard sur cette saga mais j'aime prendre mon temps et tester toutes les recettes d'un tome avant de passer à un autre tome. Donc je pense que je lirai le 3e tome en janvier, quelque chose comme ça. En tout cas, si vous aimez le Cozy Mystery, je vous la conseille, elle est vraiment incroyable cette saga, vraiment. On suit Anna qui est une pâtissière et qui se retrouve toujours en fait au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il se trouve que son beau-frère fait partie des forces de police, du coup on va dire que ça lui donne un petit peu plus de vie pour pouvoir mener l'enquête et essayer de trouver les meurtriers. Mais en tout cas voilà, c'est une saga pleine de douceur et si vous voulez vous lancer dans le Cozy Mystery, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très accessible. C'est pas comme des sagas anglaises très avec un humour particulier. Voilà, ça c'est du Cozy Mystery qui est très accessible à tout le monde et puis voilà, on se régale. Et puis pour avoir testé les recettes, elles sont incroyables. Ensuite on va parler d'un abandon, il s'agit de The Darkening de Sunyamara, c'est ma lecture Fairyloot du mois et si j'étais sur une bonne lancée avec mes lectures Fairyloot, celui-ci n'a pas du tout été convaincant, pourtant il est absolument magnifique. Je ne sais pas si j'avais juste pas envie ou si il y avait un vrai souci avec cette lecture. Donc, je remets mon marque-page au début et je pense que je le retenterai plus tard. Si je vois qu'au bout de 50-100 pages je suis pas accrochée, je l'arrêterai. Mais là je l'ai écouté en audio et j'arrivais pas à suivre et du coup je me perdais, je savais plus ce qui s'était passé. Et je me dis que je lui dois quand même de lui accorder une vraie chance parce qu'il est sublime. Et qu'en plus, il y a un livre qu'on va recevoir je crois en novembre qui a déjà des commentaires comme quoi ce serait un livre raciste et du coup je ne le lirai pas. Je ne le lirai pas, voilà. J'ai pas du tout envie de lire ce genre de choses et du coup je pense que je le revendrai direct et à la place, ce mois-ci, j'essaierai de retenter celui-là. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas mal, c'est de la magie des icônes, donc des espèces de runes en fait. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, il y a des trahisons. Alors, je connais déjà pas mal de choses donc j'essaye de pas trop en dire pour pas spoiler ceux qui voudraient le lire. Mais en gros on suit la fille d'un révolutionnaire et en même temps le prince héritier qui sont un peu des ennemis hein, quand même, hein, mais qui vont travailler ensemble parce qu'elle va cacher son identité. Il y a vraiment de quoi faire, il y a de quoi faire mais juste ça l'a pas fait pour le moment. Mais j'ai quand même envie de lui donner une chance, donc je vous dis je le réessayerai au moment où il y aura le mois avec le livre que j'ai pas du tout envie de lire. Mais voilà, pour l'instant c'était pas terrible. Autre petite déception, hein, Un royaume de chair de feu de JLA, donc publié chez De Saxus. C'est le tome 2 de la saga Le Feu et la Cendre. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, bien que Poppy était un peu couillonne. Hein. C'est l'histoire en fait justement de Poppy qui est une espèce de religieuse mais un peu contre son gré. En fait elle a été élevée pour servir la religion, le culte, voilà. Mais elle a pas trop eu le choix, hein. Elle a pas dit oui je suis d'accord. Et du coup elle doit pas être vue, on doit pas lui parler, enfin voilà. Et jusqu'à ce qu'en fait elle procède à l'élévation. C'est un petit peu comme si elle avait été destinée par les dieux à être la personne qu'elle est. Sauf que elle va rencontrer un garde qui va lui faire comprendre que déjà de 1, peut-être qu'elle se trompe sur tout ce qu'on lui a déjà raconté, et de 2, que peut-être qu'elle a le droit aussi de vivre un peu tout simplement. C'est une histoire d'émancipation le premier tome. Il y a aussi des histoires de complot politique, d'invasion d'un seigneur des ténèbres avec des créatures qui sont un peu mi-vampire, mi-loup-garou, on sait pas trop. Au tout début, hein, parce qu'après ça va dans tous les sens, il y a des créatures de partout, mais je n'en dirai pas trop sinon je vais vous spoiler. J'ai bien aimé ce tome sur certains points et je l'ai pas aimé sur d'autres points. Ce qui fait que, en fait, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc c'est une déception parce que je l'ai pas aimé autant. C'est pas non plus genre une lecture atroce, la pire lecture de mon année, enfin loin de là, hein, mais c'est pas du tout ce que j'attendais. Parce que à la fois, au début, à la fin, on a vraiment des questions de complot, de bataille, de mythologie. Et moi j'adore la mythologie propre aux histoires. Vraiment quand c'est de la mythologie qui est inventée, j'aime encore plus que quand c'est de la mythologie qui est dérivée en fait de celle qu'on connaît dans notre monde. Bien que ce soit des mythes hein, à proprement parler. Mais quand ce sont des mythes qui sont vraiment inventés, j'accroche encore plus. Et là pour le coup, il y a de grosses questions de mythes et des révélations et des choses qui vont apporter l'histoire et le monde à un niveau supérieur qui font que c'était agréable. Par contre,
il y a des scènes de fesses partout et pour moi elles sont pas du tout nécessaires. Je sais que tout le monde n'a pas le même avis là-dessus, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait 200 pages qui auraient pu être cutées. Juste parce que c'est ça et que ça apporte rien à mon goût. Après voilà, ce n'est que mon goût, je lirai quand même le 3e tome. C'est pas non plus la pire lecture de ma vie, mais voilà, j'aurais préféré sans ces scènes-là. Voilà, sans ces scènes-là, j'aurais adoré ma lecture. Parce que une ou deux, oui, mais au bout d'un moment, quand ça apporte rien, pour moi c'est non. Mais bon, chacun n'a pas le même avis et je respecte tous les avis et ne me jetez pas des cailloux si vous avez adoré ce livre parce que vous avez tout à fait le droit. Et en plus, mes avis n'appartiennent qu'à moi, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais ou quoi que ce soit. Je préfère le préciser, on ne sait jamais. Je ne dénigrerai jamais un livre. Chaque livre peut plaire à un lectorat et si moi je ne l'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Hein. Mais juste voilà, j'étais un peu déçue. Par contre, très bonne lecture, Ton jour viendra de Kimberly McCrae, publié chez Hauteville. C'est une histoire en fait de quelques amis qui se retrouvent dans un chalet dans les bois sous prétexte d'un enterrement de vie de garçon. Alors qu'en fait, c'est surtout pour emmener leur ami en cure de désintox parce qu'il est complètement drogué. Voilà. Et c'est un thriller puisqu'on va déterrer des secrets, c'est addictif, la plume elle est super fluide, on tourne les pages, on tourne les pages. Alors c'est pas le thriller de l'année, mais franchement j'ai passé un super moment. J'ai vraiment passé un super moment alors que j'avais galéré avec Un royaume de chair et de sang. Je l'avais traîné, j'avais du mal à lire et ça je l'ai bouffé en 2 jours et j'étais tellement contente de tourner les pages que voilà, c'était vraiment une super lecture. Je commence à vraiment kiffer la ligne éditoriale des éditions Hauteville en ce qui concerne le suspense et j'espère en lire un peu plus. Vous verrez dans mon book haul que c'est fort probable. Et donc voilà, c'était un livre que j'ai beaucoup aimé. Et donc on va enfin passer au livre que j'ai lu du coup depuis. Le premier, il s'agit de Manoir, Magouille et Coq au vin d'Anne Granger, publié chez 10-18. C'est le 2e tome des enquêtes de Campbell et Carter. Et je vous avais dit pour le premier tome que vu que c'était marketé Cosy Mystery, en fait ça n'était pas du tout un Cosy Mystery, c'était juste un thriller, j'avais été un peu déçue, je m'attendais pas à ça et en général quand je pars sur un livre je m'attends à quelque chose et que j'ai pas du tout ce à quoi je m'attends. Même si le livre va bien, je suis un peu... je suis à foin. Là je me suis dit bon j'y vais en connaissance de cause donc ça va mieux se passer. Pas vraiment. C'était divertissant, hein, je l'ai quasiment... Allez, on va dire que les 2 tiers je les ai lus dans l'avion pour aller en vacances. C'est divertissant mais ça a très mal vieilli. Très mal vieilli. En fait c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui s'appelle Monty et qui découvre un cadavre sur son canapé. Mais en fait les descriptions qui sont faites sont tellement grossophobes. C'est vraiment voilà... c'est un vieux gros croulant qui pue, qui se lave pas et ça m'a vraiment gênée. Et surtout qu'il y a d'autres réflexions dans le livre en disant oh, faut pas grossir et j'ai trouvé ça vraiment très dérangeant en fait. Genre vraiment. Ça m'a vraiment piqué et je suis pas la seule parce qu'on l'a lu en lecture commune avec le Cosy Mystery Book Club et on était plusieurs à dire que c'était un peu dérangeant. Puis même les remarques qui sont faites des femmes, des vieux, des gros, enfin voilà, je crois que ça avait très mal vieilli puisqu'à la base c'est sorti à... Oula, mon marque-page, faut pas que je le perds. Surtout que je vais le vendre celui-là, donc c'était 2005 je crois, ah non 2011 quand même. Ouais. Plus de 10 ans mais ça sent, hein, ça sent vraiment et pour le coup, l'enquête était bien, elle était sympa mais... Ça fait 2 tomes où je suis pas convaincue donc je me tâte vraiment à abandonner la saga parce que en fait maintenant à force d'avoir lu plein de livres, je suis à plus de 120 livres par an, même si je m'y suis remis qu'en 2019 mais bon ça fait déjà 3 ans, je commence à en avoir marre en fait de lire des livres que j'aime bof, voilà. Je commence à connaître vraiment mes goûts et du coup ça me permet d'aller vers des lectures que j'aime bien, j'aime vraiment bien. Et le bof, pour moi c'est superflu maintenant. J'ai plus envie de... Enfin comme tout le monde en fait, personne n'a envie... En fait personne n'a envie de lire des livres bof. Tout le monde a envie d'être vraiment... trouver ça génial et tout. Et du coup déjà 2 livres où je suis pas convaincue donc je pense que cette saga...
elle va disparaître dans mes sagas en cours, je pense, parce que c'est dommage quoi. Mais en tout cas, celui-là, je vais le revendre, donc je vais le mettre sur mon Vinted dans pas très longtemps. Vous serez au courant. Ensuite, j'ai lu Le Faiseur de rêve de Laini Taylor chez Lumen. Et oui, enfin, j'ai lu Le Faiseur de rêve. Alors, comment vous résumer cette histoire sans trop vous spoiler? On y suit Laszlo, qui est un jeune homme un peu rêveur, un peu rat de bibliothèque, qui se rappelle en fait d'une cité dont personne ne se rappelle. Et il va être embarqué dans une expédition justement pour essayer de retrouver des mystères qui entourent cette cité et cette ville. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil en fait tout, et si jamais vous voulez le lire, ne lisez pas le résumé hein, parce que sinon vous avez la moitié du livre déjà. Et on va suivre également Sarai, qui est une jeune fille à la peau bleue qui descend un petit peu des divinités et qui est coincée dans un monde où elle ne peut pas sortir. Elle est juste avec ses 5 ou 6 amis slash frères et sœurs, on sait pas trop. Enfin, c'est pas qu'ils sont frères et sœurs, mais ils sont sûrement cousins je pense. Et qui ont été sauvés en fait d'un massacre de sa famille. Et du coup ils peuvent pas trop partir, mais ils peuvent communiquer avec les morts. C'est très très flou ce que je vous dis hein, mais c'est de la fantaisie orientale. Et c'est une histoire de découverte, de voyage, c'est une histoire d'acceptation de culture, de mondes qui sont différents de nous. Voilà, c'est vraiment, pour moi c'est ces thématiques là. Et c'est une écriture qui est magnifique, qui est poétique, qui est belle, qui est douce. Et franchement j'ai adoré cette lecture. Ça n'a pas été le coup de cœur parce que, pour tout vous dire, je la lisais déjà en VO en plus. Que je l'avais sur ma liseuse, et pendant que je la lisais il y avait la musique à fond autour de la piscine pour l'aquagym ou ce genre d'activité dans mon hôtel, donc j'étais pas ultra concentrée et je pense que c'est ce qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, mais une excellente lecture. Et je vais lire la suite vraiment pour le coup au calme dans mon salon avec une tasse de thé pour vraiment m'imprégner au max en fait de cette histoire, parce que la plume est incroyable et je pense que je l'ai pas assez comment dire, je l'ai pas assez savouré. Parce que voilà, il y avait plein de musique autour de moi. C'était un petit peu dur de se concentrer, mais c'est vraiment une lecture très 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 agréable et j'ai adoré cette lecture. C'est beau et j'ai très envie de finir la duologie avant la fin de l'année aussi. Surtout que le deuxième tome, La Muse des Cauchemars, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert, et l'année dernière en plus. Donc ce serait bien que je lui fasse honneur et que je termine cette duologie. Ensuite, j'aimerais vous parler des Incandescentes de CJ Tudor, publié chez Pygmalion. J'ai eu la chance de le recevoir en service de presse. Merci beaucoup aux éditions Pygmalion qui renouvellent leur confiance assez régulièrement et dont le catalogue me fait à chaque fois énormément envie. J'ai trop peur parce que pour l'instant, j'aime tous leurs livres et j'appréhende le jour où je vais en lire un qui me plaira pas et où je devrais, en toute honnêteté, dire que je l'ai pas aimé. Mais pour le moment, à chaque fois, j'aime trop, donc prions pour que ça dure. En même temps, c'est normal de ne pas tout aimer tout le temps, mais ça me conforte dans l'idée que j'ai bien choisi la maison d'édition avec qui je voulais être en partenariat, parce que j'adore leur publication. Donc tant mieux au final. Les Incandescentes, c'est l'histoire du révérend Jack Brooks, une femme révérend, qui arrive dans une petite ville où il y a déjà un lourd passif. Il y a des centaines d'années, des protestants en fait ont été brûlés, 2 jeunes filles parce qu'elles ne souhaitaient pas se soumettre au catholicisme, et du coup elles ont été brûlées à l'époque. Et également il y a aussi 2 jeunes filles il y a quelques années qui ont été enlevées, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, on ne sait pas où elles sont. Et donc ce révérend arrive un peu dans ce climat un peu particulier, surtout que le dernier révérend s'est suicidé et c'est pour ça qu'elle arrive. Et donc elle arrive avec sa fille Flo et elles vont se rendre compte en fait toutes les deux que le village est un peu flippant quoi, les gens sont particuliers et toutes les affaires en fait sont reliées. On apprend au fil du bouquin que tous les événements qui se sont passés sont connectés d'une manière ou d'une autre aux autres, et c'est à la fin qu'on a un petit peu le démêlage de tout ce qui s'est passé. C'est un thriller qui pour moi est super efficace. Pareil, j'ai tourné les pages sans trop me poser de questions. Je l'ai dévoré ce livre, c'était vraiment une super lecture et j'ai pas du tout vu venir la fin. J'étais là genre what? Ah ouais d'accord. Et alors, ce livre en plus dépeint des personnages qui sont vraiment
noir, torturé, un peu psychopathe même. Et puis il y en a d'autres qui sont ni mauvais ni bons, mais on peut comprendre un peu pourquoi ils font des actions qui sont pas bien, mais en même temps, voilà, il y a des choses qui sont un peu répréhensibles quand même. Et puis pareil aussi, je trouve que le révérend, même si c'est un personnage religieux, je trouve qu'il est dépeint d'une façon où justement elle est très progressiste, c'est une femme, elle n'est pas dans cette... ce jugement religieux tout le temps, et j'avais un peu peur que ce soit un peu moralisateur en fait, vu que c'est vraiment porté sur la religion, mais au final pas du tout, et vraiment c'était une très bonne lecture. Donc pour ceux qui cherchent un thriller assez sympathique, un peu ésotérique sur les bords, je vous recommande Les Incandescentes de C.J. Tudor. Et enfin, le dernier livre dont je voudrais vous parler, il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, publié chez 10-18. Je crois que c'était Sonatine, le grand format. Et là, on est dans un Cluedo géant. En fait, on va suivre Hayden Bishop, qui est un inspecteur, il ne le sait pas au tout début du livre, qui en fait se réincarne dans 8 personnes différentes chaque soir pour deviner, pour essayer de trouver l'assassin de Evelyn Hardcastle, qui sera assassiné à 23 h tous les soirs. Et donc à la fin de sa journée, il revient dans un autre personnage, en fait, dans une autre personne, pour essayer de résoudre cette enquête. Alors ça va un petit peu plus loin que ça, puisqu'il y a un côté très fantastique là-dedans, puisque en fait il a été piégé par le médecin de la peste, qui est un homme, en fait, si on dit médecin de la peste puisqu'il est habillé comme un médecin de la peste, qui en fait lui fait revivre en boucle ces 8 jours dans ses personnages. Et lui, il doit vraiment essayer de trouver qui est l'assassin pour pouvoir, en fait, tout simplement être libéré. Si jamais il lui donne l'assassin à 23 h, il est libéré. Et donc Hayden, au début, il sait pas trop qui il est un peu confus, parce que en fait quand il se réincarne dans ses personnages, au début il a pas trop de mémoire, et puis surtout il prend un peu de leur personnalité. Ce qui fait que c'est vraiment un personnage qui est différent à chaque journée. Et puis si jamais il se fait tuer parce qu'il est pourchassé par un valet de pied, si jamais il se fait tuer, il se réincarne tout de suite dans une autre personne. S'il s'endort, il se réincarne dans une autre personne. Et si jamais, par exemple, il y a un de ces personnages qui s'endort, il va se réincarner dans quelqu'un d'autre. Mais si après cet autre personnage s'endort, il va revenir au personnage numéro 2 par exemple. C'est un peu confus, mais franchement je comprends ceux qui ont dit qu'ils avaient fait des tableaux Excel pour essayer de suivre, parce que c'est pas évident, mais c'est quand même assez bien expliqué, je trouve. C'est juste qu'il faut gérer les sauts dans le temps, les sauts dans les personnages, puisque c'est quand même assez complexe, on va pas se mentir, mais c'est ça que j'ai adoré en fait dans ce roman, c'est que vraiment il nous fait nous triturer le cerveau dans tous les sens pour essayer de se souvenir de ce qui s'est passé dans le corps de tel personnage, et puis quand il revient dans le corps d'un personnage qu'on a déjà vu, il faut essayer de se souvenir ce qui s'est passé juste avant, parce qu'on a eu toute une flopée de chapitres sur un autre personnage, puis on revient à lui, du coup il faut réfléchir, il faut dire où était tel personnage à tel endroit, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi on en est là, est-ce qu'il a déjà fait ça, est-ce qu'il a déjà vu cette personne, enfin voilà, c'est un bordel sans nom, mais franchement c'était tellement jouissif, c'était tellement incroyable comme lecture. Au début c'est un peu lent, je trouve, mais une fois qu'on est pris dans le flow des personnages et des révélations qui s'enchaînent, mais je pouvais plus poser le livre, c'était vraiment super immersif. Et puis mais la fin, mais le retournement de cerveau, j'aurais jamais vu venir ça, j'y aurais jamais pensé, et pourtant c'est tellement bien amené. Il y a quelques petits indices qui sont, quand on y pense, disséminés, mais pas assez pour que vraiment on mette le doigt dessus et qu'on dise ah ouais c'est bon, je vois où tu veux en venir. Non, là c'est vraiment intelligemment disséminé, si bien que quand on a la fin, on se dit pas que ça sort de nulle part. Mais en même temps, c'est quand même bien amené, c'est intelligent. Et franchement, si vous voulez lire un truc qui se rapproche un peu d'un Cluedo, pour moi c'est une lecture parfaite. C'est intriguant, c'est plein de suspense, ça se fait se triturer les méninges, et franchement c'était une lecture que j'ai adorée. Je l'ai lu en lecture commune avec Aurélie de Livromancienne, et j'attends son retour sur la fin pour en parler, parce que franchement c'était... Voilà, il n'y a pas d'autres mots, je peux même pas mettre de mots sur cette fin, tellement elle était incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, ça se termine quand même sur une très bonne note, et je suis contente d'avoir pu découvrir cet ouvrage qui était depuis trop longtemps dans ma pile à lire, et pourtant
quelle belle lecture. Et puis en plus, pour un poche, je le trouve absolument sublime. Voilà, ils ont fait un super travail. C'est donc fini pour ce bilan lecture de septembre qui était donc un petit peu moins conséquent que d'habitude, mais vu que je vous ai pas mal parlé quand même des livres que j'avais déjà chroniqués, finalement je pense que la longueur de la vidéo devrait être assez décente. En tout cas voilà, même si c'était moins que d'habitude, je me dis que ça va être un rythme en fait plutôt classique maintenant, retour un petit peu à la normale. C'est juste que je m'étais tellement habituée à beaucoup lire pendant l'été que ça m'a fait un peu bizarre de compter et de dire ah il y en a que 10, mais en fait 10 c'est un rythme normal. Surtout qu'il y avait des gros pavés. Ça n'a pas été que des bonnes lectures, heureusement la fin a bien rattrapé le mois parce que voilà, il y avait eu quand même un enchaînement de petites déceptions. Mais bon c'est pas grave, en tout cas j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres que j'ai lu qui vous tente ou que vous avez lu et que vous avez adoré. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours ultra plaisir et j'adore échanger avec vous. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude je vous fais des bisous.